Bonjour à tous, bienvenue dans le débat du jour avec 4 invités aujourd'hui. Nous allons aborder 3 thèmes. Panne dans le métro parisien, 3000 passagers évacués, panne à la gare Montparnasse. Quelles images des transports français en pleine saison touristique? Est-ce un constat d'échec? Quelle gestion politique dans le domaine des transports? Ce soir, les membres du gouvernement dînent avec leurs époux à l'Élysée. Que restera-t-il de l'affaire Benalla? Qui a marqué des points? Le gouvernement? L'opposition? On en parle. Le Parlement ferme ses portes aujourd'hui. Quel bilan pour l'Assemblée nationale? Petit conseil de classe entre nous dans cette édition avec 4 jeunes députés, un an après leur élection. Et voici mes invités, 4 députés. Elsa Faucillon, députée PCF des Hauts-de-Seine, bonjour. Bonjour. Laurent Saint-Martin, député LREM Val-de-Marne, bonjour. Bonjour. Hugo Bernalici, député France Insoumise du Nord. Et Fabien Philippot, dit Philippot, député de la 4e circonscription de Moselle. Bonjour à tous, bienvenue. Déjà, cette question nous sommes le 1er août, on est en pleine saison touristique. La France est la première destination, et redevenue d'ailleurs, la première destination touristique mondiale, 7e puissance économique. Il n'y a pas longtemps, on était 5e, mais on est quand même 7e. Rien ne va plus. 3000 passagers évacués hier soir, parmi eux des touristes. On a l'impression que rien ne va plus, qu'on est la risée du monde. Oui ? Elsa. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la galère pour beaucoup d'usagers du métro parisien, mais aussi du train. Oui, c'est la galère. Et ce qu'on voit surtout, c'est un manque aujourd'hui de moyens au moment où il y a des crises, des pannes. Mais les pannes, elles sont aussi la conséquence d'un manque d'investissement dans les transports. Évidemment, j'en profite pour parler de la réforme SNCF qui ne va rien arranger et qui va renforcer à la fois ce manque d'investissement, mais aussi les inégalités territoriales, parce que ce qu'on voit, c'est un abandon du service public et donc de l'égalité d'accès au transport. Sur ma circonscription, moi, c'est marqué par la ligne 13 et par ce qu'on appelle l'enfer de la ligne 13. Ce qu'on voit, c'est que les habitants du nord des Hauts-de-Seine, de Gennevilliers, de Colombes, de Villeneuve, de villes populaires, sont évidemment moins bien traités sur la question des transports que ceux de Neuilly ou de Levallois. Et c'est vrai des territoires ruraux, par exemple, par rapport à des grandes villes. Donc, aujourd'hui, la gestion politique essentielle, à la fois pour les usagers, mais pour la question environnementale, c'est de regarder la question des transports sur de la longue durée. Laurent Saint-Martin. Comment excusez-moi, aujourd'hui, le métro parisien, il a été créé pour répondre à la fois aux besoins, pour mailler la banlieue, pour mailler Paris, mais avec une vision de très long terme. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une vision à la fois libérale et une vision court-termiste. Et puis, il y a pile un an, pareil, chassé-croisé des vacances, c'était la même chose à la gare Montparnasse. Là, c'est chassé-croisé des vacances et grosse panne. 6 jours de panne, une grosse gare carrément, presque totalement paralysée. Comment expliquez-vous ça, Laurent Saint-Martin? C'est vrai que ça fait beaucoup, et dans les périodes les plus critiques. D'abord, savoir faire la part des choses entre les différents incidents. Par exemple, sur ce qui vient de se passer à Montparnasse. Bien sûr, ce sont des causes différentes, mais quand même. La SNCF, c'est un incendie RTE, donc c'est quand même très différent. Ce qui s'est passé auprès de la RATP, nous ne connaissons encore pas grand-chose de cette histoire, si ce n'est qu'il faudra bien comprendre, surtout comment on peut laisser des gens 2 heures sous canicule, qu'on les laisse descendre sur les voies. Des bébés, des enfants, des touristes. C'est surtout un enjeu de sécurité là-dessus, donc ce sont quand même des problèmes très différents. Mais vous avez raison, globalement, il y a un vrai problème dans les transports. Et si je partage tout à fait le constat d'Elsa Faucillon sur la dégradation du service public, je partage à peu près l'inverse concernant les solutions. C'est-à-dire qu'il faut rendre nos entreprises de transport plus efficaces, rendant un meilleur service et donc plus compétitifs. Parce qu'en fait, ça nous renvoie effectivement au débat de la SNCF. Ma voisine a tout à fait raison. Il y a un moment où, dans quelques mois, il va y avoir ce qui s'appelle l'ouverture à la concurrence. Je parle du rail, je parle de la SNCF. Est-ce que ça sera plus pour les usagers? Il y a 2 options. Soit on laisse l'entreprise publique telle qu'elle existe aujourd'hui aller dans le secteur concurrentiel avec ses armes actuelles, c'est-à-dire elle n'y survivrait pas, donc il n'y aurait plus de service public du rail en France, ou alors est-ce qu'on la rend compétitive, est-ce qu'on la rend plus efficace? C'est ce que nous avons fait avec la réforme, c'est effectivement le nouveau statut de société anonyme à capitaux publics qui va le permettre pour que la SNCF puisse se battre avec les nouveaux acteurs privés. Hugo Bernalici, vous êtes d'accord avec Laurent Saint-Martin? Justement, la réforme va aider à ce qu'il y ait un peu moins de voyageurs, on va dire, pénalisés au bout du bout? La seule chose qui est sûre, c'est qu'il y aura moins de services publics. Voilà, il y aura plus de services privés. C'est ça l'objectif de cette réforme, l'ouverture à la concurrence. Ça ramène des acteurs privés sur le réseau de la SNCF, du rail en tout cas.
Mais parce que la croyance qu'ont les députés de La République En Marche, c'est que le service public a failli et que du coup, il faut que le privé vienne pallier aux insuffisances, aux déficiences du service public. Vous n'y croyez pas, vous? Mais non, je n'y crois pas parce qu'on organise la propre difficulté des dégradations du service public. Donc, dans ces conditions-là, quand vous voulez abattre votre chien, vous dites qu'il a la rage. Bon, on ne pouvait pas faire mieux. On ne pouvait pas faire mieux. En fait, à la fin, attendez, je termine. Parce qu'à la fin, quel est l'objectif finalement? C'est de rendre rentable quelque chose qui était un service public. C'est-à-dire de faire du pognon là où on n'en faisait pas avant parce qu'on considérait que c'était d'intérêt général de ne pas en faire pour avoir une qualité de service rendue écologique. Juste, à tous les usagers. Il y a une différence entre faire du pognon et perdre 50 milliards de dettes, quand même. Bon, alors, Fabien Di Filippo, il y a un entre-deux. à votre avis, les usagers, parce que moi je pense aux usagers, on est là, les usagers, les touristes, moi, est-ce qu'on n'est pas à la risée? J'ai quand même honte. 7e puissance mondiale, on est là. J'ai entendu des voyageurs dire, j'ai fait 30 heures de vol, 15 minutes de retard sur 30 heures de vol, paf, j'arrive en France, ça y est, c'est la cata. Qu'en pensez-vous? On doit faire un audit dans les transports? Mais ça aurait déjà dû être fait l'année dernière quand on a vu les gros problèmes à la gare Montparnasse. Cette année, on voit que c'est un peu moins catastrophique, mais il y a encore beaucoup de travail. Mais là où ce gouvernement et cette majorité ne sont pas au rendez-vous, et là où ils vont devoir sérieusement se remettre en question, c'est qu'ils ont imposé des contraintes inacceptables à nos automobilistes, la diminution de la vitesse sur nos réseaux secondaires à 80 km/h, la hausse du prix du gasoil, et je le dis pour tous nos téléspectateurs, c'était pas seulement 10 centimes en plus en début d'année, c'est le prix du baril, et c'est 10 centimes chaque année jusqu'à la fin du quinquennat. Mais quand on met en place une telle politique, il faut que les alternatives à la voiture, elles soient irréprochables et elles soient immédiatement disponibles. Aujourd'hui, on en est très très loin et il faut très rapidement que ce gouvernement se remette en question sur ces sujets-là. Et en parlant du gouvernement, alternative à la voiture, de baisser la vitesse maximale sur les routes. Non, quand on l'alternative à la voiture qui est recherchée, c'est qu'il y ait moins de morts sur les routes. Oui, mais pour l'instant, on a moins de morts sur les routes avant d'avoir diminué la vitesse. Et le seul résultat que vous avez sur cette mesure depuis le début, c'est pour l'instant un nombre d'automobilistes flashés qui a été multiplié par 2. Donc c'est le racket des automobilistes qui se poursuit dans le territoire où il n'y a pas d'alternative à la voiture. Pas qu'il y aura des vies Je pense que, comme l'a dit Carlos Ghosn, quoi qu'il arrive, l'évolution technologique nous permet d'éviter 90% des accidents corporels à moyen terme. En tout cas, sur la politique des transports, on va voir, on verra dans les mois qui viennent s'il y a eu un bilan positif sur moins de morts sur les routes après, effectivement, cette application. Deuxième sujet, ce soir, le gouvernement, les membres du gouvernement dînent avec leurs époux. Qu'est-ce qui va rester de l'affaire Benalla? Ils vont se dire au revoir ce soir. Qui a gagné? C'est une question qu'on se pose aujourd'hui. L'opposition? Le gouvernement? Qu'est-ce qui va en sortir? Ou est-ce que pendant un mois, tout sera effacé, on aura tout oublié? Les Faucillon. Déjà, on peut dire qu'apparemment, le mensonge ne les étouffe pas. Donc, on va leur souhaiter bon appétit avant leurs vacances. La question n'est pas tellement aujourd'hui pour nous et pour les citoyens de savoir qui a le bon point ou le mauvais point, parce qu'on est face à une affaire extrêmement grave et sérieuse. Et ce que j'ai vu surtout, c'est une majorité totalement déconnectée, tentant de poursuivre la dissimulation qui a lieu depuis maintenant le 2 mai. Mais elle est d'autant plus importante depuis que c'est révélé au grand public et à toutes et tous. Mais il y a une grande entreprise de dissimulation, et on l'a vu notamment par l'arrêt de la commission d'enquête qui a été tuée dans l'œuf par la majorité En Marche, qui fait clairement une obstruction à la vérité et au fait qu'il y aurait en tout cas besoin que des conséquences politiques soient tirées, parce que nous sommes face à une affaire d'État. Et donc cette affaire d'État, elle ne s'arrête pas avec le mois d'août. C'est ce qu'il reste aujourd'hui. Quelles conséquences politiques, comme dit Elsa Faucillon, peut-on tirer de cette histoire? Déjà, il faut faire le constat que c'est de la pagaille et le désordre qui a été mis avec cette histoire où vous avez le consentement à l'ordre républicain du grand nombre qui en prend un coup. Clairement, les gens se disent mais finalement, vous pouvez être président de la République, un proche collaborateur peut aller tabasser non pas une personne, mais faire plusieurs arrestations dans une manifestation avec un brassard de police, accompagné de quelqu'un qui ne devait même pas être là. Et puis finalement, à la fin, c'est 15 jours. C'est 15 jours, non, même pas de sanctions, parce qu'il a continué d'être payé. La confusion, c'est l'État de droit qui est attaqué, c'est la République qui est attaquée. C'est le fait que les gens se disent, il y a des lois, les gens les respectent, et y compris au sommet de l'État. C'est Emmanuel Macron lui-même qui disait sur un plateau avec 2 jeunes sur Quotidien, il parlait des violences policières, il disait, il faut être irréprochable, notamment dès le sommet de l'État. Vous, la République n'a pas été attaquée et n'est pas irréprochable. Le point aujourd'hui, il a été donné au désordre. Elle n'est pas infaillible.
D'accord, mais à un moment donné, personne n'est infaillible, mais là où il a Pour donner failli, l'exemple. là où il a Il failli, faut prendre c'est des sanctions, il a ce qui failli est- le Juste un 2 mai. instant. C'est le 2 mai qu'il a failli, clairement. Même s'il y a encore beaucoup de la zones non. justice n'a Non, pas mais- été saisie. Je vous donne la parole juste avant. Fabien Philippot, quand Jean-Yves Le Drian dit ce matin outrance de l'opposition, c'est une outrance de l'opposition avec cette affaire Benalla. Vous êtes d'accord? Quand j'entends M. Griveaux, quand j'entends M. Le Drian tenir des propos qui, pour le coup, sont parfois injurieux, sont parfois eux-mêmes outranciers, je me dis vraiment que c'est dommage que le président et son gouvernement n'aient pas su, dès le départ, amener des réponses sur le fond. Et c'est là qu'on sent l'embarras de cette majorité. Et le quinquennat ne sera plus le même. Parce qu'il y a Vous eu des pensez promesses tellement grandiloquentes. Et moi, qu'il y a depuis un un an, vrai ce que virage. j'ai dit, c'est que l'écart entre leur discours et la réalité est en train de s'écarter irrémédiablement. Et là, vous avez une promesse qui n'est non pas tenue ou remise à plus tard, mais qui est complètement bafouée, qui a Quelle été promesse? celle d'un nouveau monde, qui serait plus exemplaire que ce qui se faisait avant. Et quand on voit que des faits ont été dissimulés, non pas à notre niveau, mais au plus haut sommet de l'État, et des faits qui sont graves, de violence, de faits qui relèvent de qualifications pénales, on est en droit de s'interroger sur la crédibilité des gens qui nous gouvernent. Et par rapport à ça, par rapport à toutes les réformes institutionnelles qui sont devant nous, il faudra en tirer des conséquences sérieuses. Et là où M. Macron nous a dit « je suis le seul responsable », je lui dis très bien, vous n'avez pas voulu venir vous expliquer devant les Français. Vous êtes restés dans votre clan entre vous. Les Français, eux, en tireront les conséquences, puisque chaque jour, on voit que des faits nouveaux sortent et démentent les déclarations, les éléments de langage qui sont tenus par cette Ça n'est peut-être majorité. pas fini. Est-ce que, selon vous, Laurence et Martin, Emmanuel Macron a été déstabilisé? Certains disent que c'était quand même en filigrane l'objectif. Alors, on arrive à la fin de cette affaire avant l'été, avant les vacances. Évidemment que l'objectif, c'est de déstabiliser le président de la République. Ont-ils réussi? Personne n'est dupe. Si c'était leur Mais- objectif? Mais Fabien Di Filippo parle des Français. Moi, je crois que les Français ont très bien compris maintenant l'instrumentalisation politique qu'il y avait. Vous pensez que les derrière Français ont tout cela. dissocié? Mais Alors évidemment. répondez-leur sur le fond, sur le fond des problèmes. Il faut quand même rappeler, C'est quand même la monarchie présidentielle, le problème. si j'ai 2 minutes, rappelons quand même Allez-y. qu'on est parti d'un fait grave, d'un individu chargé de mission à l'Élysée qui a fait des faits graves. Pas qu'un. Et je l'ai moi-même condamné sur ce plateau-là. C'était une matinale et je l'ai dit. Au J'ai moins dit deux qu'il individus, devait être licencié. Il l'a Oui, été. ici, Et sur je CNews, m'en je m'en réjouis. souviens. Donc il y a cette histoire qui est grave, qui est sérieuse. Je ne l'ai jamais minimisée. De là, il y a eu en 4 jours 3 enquêtes qui ont été ouvertes, judiciaires, administratives et parlementaires. Difficile de faire mieux, difficile de faire plus rapide pour connaître la vérité. Les oppositions, ne sachant plus vraiment quoi faire à partir du moment où les enquêtes sont ouvertes, ont essayé de saboter à droite à gauche voulaient à la juste fois auditionner les l'enquête responsables. parlementaire Vous-même saboter. et à la fois Mais c'est- le mais travail. C'est n'importe quoi ce et que à vous la êtes en train fois- de dire. Vous n'y étiez même pas par ailleurs. Si, j'y Mais non, étais. vous y étiez même J'étais pas. dans C'est les... pas grave, vous Ah êtes non, pas pas dans dans la la commission d'enquête. C'est pas dans la commission Je des lois, ne mais suis pas c'est dans pas la grave. commission d'enquête. Mais Moi, j'y suis. Mais par contre, moi, Je sais j'étais dans ce qui s'est l'hémicycle. passé. J'étais dans l'hémicycle pendant tous ces jours-là. Et j'ai bien vu les 300 rappels au règlement. Enfin, je veux dire, personne n'est dupe. Qui a été 300 dit. rappels. Mais pourquoi 300 il y a rappels. Laissez-moi terminer. Expliquez s'il vous aux plaît. gens 300 pourquoi il y a 300 Si vous me rappels au laissez l'expliquer, je vais le faire. Alors, Laurence et Martin, terminez. 300 Ensuite, rappels au règlement pour empêcher une révision des non. institutions, Pour une arracher réforme une commission constitutionnelle. d'enquête, pour Mais que ça, le gouvernement les gens vienne l'ont compris. s'expliquer. Les gens Il n'est l'ont jamais compris. venu. Vous ne vouliez pas. Et d'ailleurs, Christian Jacob a eu au moins l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître hier à la tribune avec sa motion de censure. Il l'a dit, nous ne voulons pas de la réforme constitutionnelle. Mais on ne Pourquoi s'en est jamais caché, Parce que hein. cette réforme Avant votre constitutionnelle, affaire Benalla, elle on le disait apporte... déjà, Alors, hein. juste- cette réforme- juste un dernier- je voudrais dernier- juste terminer. Je voudrais juste Oui. terminer. La réforme constitutionnelle qui a été sabotée par les oppositions grâce à cette affaire Benalla Oui, qu'ils ont oui. totalement utilisée, elle prévoit de supprimer un tiers des députés. Est-ce qu'elle a Donc du les plomb députés dans veulent l'aile garder leur siège, ils n'ont rien Est-ce à qu'elle a faire du de plomb dans l'affaire l'aile, cette Benalla. réforme Vous mentez. À la rentrée. Excusez-moi, je Vous vous entends pas. mentez, vous J'ai dit, mentez. pardon, Ça veut est-ce qu'elle dire a... que ce n'est pas dans cette loi. Pardon, Fabien Di Filippo, est-ce qu'elle a du plomb dans l'aile, cette réforme? Elle Oui est ou non reportée, elle est Elle est reportée. reportée, mais à la rentrée. Elle est reportée à la Elle a rentrée. du plomb Donc, dans si l'aile. vous voulez m'entendre dire pas que les les 3/5e. oppositions ont gagné un point en reportant de 2 mois la réforme Oui, mais constitutionnelle, reporter, je pense d'accord. que peut-être même Mais pire le qu'elle sujet- reporter, mais ce qui est reporter, mais en grave, plus... je termine juste oui. là-dessus. Il y a mieux de renforcer les Je termine juste Juste un là-dessus. dernier parce que mot ça- et ensuite on passe Ça, c'est- au ça, bilan c'est- du Parlement. Ça, c'est de la Laurent vieille Saint-Martin. obstruction politicienne. Parlementaire, c'est à la rigueur pas très grave. On n'est pas à 2 mois près. On va s'en Rapidement, remettre au Laurent niveau de la Saint-Martin, Constitution. le dernier Le mot. plus grave derrière, c'est que là, vous avez une alliance pour défaire, une alliance des oppositions qui sont toutes ensemble du Rassemblement national que vous Pour auriez pu défendre la inviter, puisque République. finalement, maintenant, Parce que ils les votent faits tous sont ensemble. graves, chers collègues. Communistes, Insoumis, LR, sont graves. PS, Front National votent tous ensemble des motions de censure uniquement pour déstabiliser le président de la République. Ils n'ont rien à faire de l'affaire Benalla. Est-ce que ça ne veut pas Pendant dire, les Laurent motions de Saint-Martin, censure, qu'il y avait une vraie personne raison, n'en peut-être parlait. Est-ce qu'il n'y avait pas une vraie raison pour c'est justement avoir cette coalition Une vraie C'est raison. une question. La vraie C'est une raison, question. la vraie raison, c'est que les oppositions peinent à exister depuis
depuis un an, effectivement. En tout cas- et que là, il y avait un os à ronger, c'était bien pratique, je peux Alors- tout à fait l'entendre, et vous vous retrouvez très bien ensemble là-dessus. Mais Alors- vous savez, l'esprit de la Ve République, c'est davantage rassembler pour agir, beaucoup plus que s'unir comme ça pour défaire. Plutôt vous qui avez En du tout mal à cas, résister en à tout cas, l'Assemblée. messieurs, l'opposition, on l'a vu effectivement unie dans cette Unis pour actualité. défaire. Unis pour défaire, pour se faire faire éclater la entendre, vérité. pour faire éclater la vérité, C'est chacun remettre sa de l'ordre, version. vous auriez remettre de Mesdames, l'ordre, messieurs, aujourd'hui, maintenant, conseil de classe avec vous. Le Parlement ferme ses portes, si vous permettez. Le Parlement ferme ses portes aujourd'hui. Quel bilan pour l'Assemblée nationale avec, ça fait, il y a pile un an, vous n'étiez pas, il y a pile un an et un mois à peu près, vous n'étiez pas à l'Assemblée nationale. 3 textes vont être votés aujourd'hui pour le dernier jour. Quel bilan après ce bouleversement? C'était un séisme quand même il y a un an, avec 2 nouveaux visages comme vous à l'Assemblée. Beaucoup d'espoir sur vos épaules. Et on se dit, ça y est, l'Assemblée change. Alors attention, n'oublions pas, élu sur une abstention record, n'oublions pas ça. Mais est-ce que vous portez toujours cet espoir qui a été posé sur vous, Elsa Fossillon? Forcément, question difficile, mais... Votre bilan à un an, non, quel regard? Simplement, un moi, an après. J'ai un regard qui arrive à son terme sur fin juillet là. Oui. Et évidemment que l'affaire dont on vient de parler, pour moi, elle est révélatrice aussi des 1 an que nous venons de vivre au sein de l'Assemblée nationale. À la fois sur un exercice du pouvoir d'un privilégié au service des privilégiés et d'une politique des privilèges au service des privilégiés. Est-ce que vous êtes senti utile Ça, c'est le bilan et un exercice du pouvoir qui laisse les pleins pouvoirs présidentiels et dans lequel le président Macron et le gouvernement ont trouvé une place totale, puisque c'est la présidence monarchique de Macron, et elle est très révélatrice sur cet événement et cette affaire d'État particulière. Nous, on se sent utile. Par exemple, là, sur le dernier événement, mon collègue explique que nous avons fait obstruction, mais rappelons que ce sont les oppositions qui ont obtenu l'ouverture de la commission d'enquête. Parce que la Et majorité cette l'a accepté. opposition, 4 jours, Ça serait honnête de le rappeler. 3 jours Vous avez cédé, 3 chers jours de collègues. détermination, Vous avez cédé. mais également, évidemment, une détermination pour faire entrer dans l'Assemblée nationale, je pense à la lutte, par exemple, des personnels des EHPAD, des personnels hospitaliers, pour aller chercher à chaque fois des mesures supplémentaires. Bien sûr qu'elles ne sont pas assez importantes. Nous ne sommes pas assez nombreux, il faut le dire à nos concitoyens. Nous ne sommes pas assez nombreux pour pouvoir, effectivement, aller chercher plus de moyens aujourd'hui dans cette 7e puissance mondiale pour ne pas avoir honte de notre système de santé. Alors, C'est à on ça le qu'on voit. veut travailler. Mais en tout cas, on peut leur dire que c'est avec pugnacité qu'en tant que député, Et que- je mène ce combat Et avec quand vous êtes d'autres. contente d'être à l'Assemblée, d'ailleurs, on rappelle au passage, il y a plus de femmes à l'Assemblée nationale depuis Mais un jamais an, assez et sur les ça plateaux de télé. Ça, je suis absolument, absolument d'accord. Merci d'être là. Nous sommes 2. On voit un peu les images. 54% d'élus En Marche, 18% les Républicains, 8% le MoDem, 6% Agir indépendant, 5% Nouvelle Gauche, 3% la France Insoumise, 3% Gauche républicaine, en parlant de la France Insoumise. Au niveau de l'indice du bruit médiatique, ils ne sont pas à 3%. Alors, Fabien Di Filippo. Fabien Di Filippo. Et vous avez raison, c'est une belle machine à communication. Ah non, mais peut-être Faire de la que... politique. Fabien Di Filippo, votre réaction au bout d'un an, votre bilan, vous êtes content d'être à l'Assemblée, vous êtes content, vous avez bien travaillé, vous vous sentez utile. Quel regard vous avez? Forcément très fier à 30 ans, 31 ans Bien de sûr. pouvoir représenter mon beau territoire du Sud et du Centre mosellan. Mais j'étais venu avec beaucoup d'humilité parce que moi je fais partie de ceux qui ont dit il n'y a pas de nouveau monde. Et c'est pas parce qu'on est jeune qu'on a des solutions à tout. Et on le voit bien aujourd'hui dans cette affaire. Vous avez des gens qui, malgré leur jeune âge, etc., sont soumis à l'exécutif et viennent nous retranscrire des éléments de langage au lieu d'apporter des réponses sur le fond. Et moi je dis une chose aujourd'hui, la République en marche, malheureusement, ça s'est révélé être ni la République exemplaire, ni la réforme exemplaire. Et ce qu'on peut tirer quand même la principale conclusion au bout d'un an de mandat, c'est que les résultats ne sont absolument pas au rendez-vous. La dette publique a augmenté. Vous pensez qu'en un Le an, on aurait chômage pu déjà avoir des réaugmente cet résultats? été. La croissance et le pouvoir d'achat sont en train de diminuer peut-être parce un qu'on peu a trop tôt. augmenté les taxes. Et surtout, pour quel résultat? Pour une injustice criante et des territoires qui sont abandonnés. Alors ce que moi j'espère dans mon mandat, c'est de continuer de porter la colère de ces territoires-là et de ces gens qui se sentent abandonnés. Et ça, c'est ce qu'on doit continuer de faire avec le plus de sincérité possible. Et comme le disait ma collègue, le plus de pugnacité possible. Et moi, je n'ai aucun souci, parce que chez les Républicains, nous sommes très fiers et très fermes sur nos valeurs, de dire que quand des choses vont dans le bon sens, s'ils viennent d'autres camps,
nous les soutenons. Et quand dans une affaire comme l'affaire Benalla, nous devons défendre les principes républicains, je n'ai aucun souci à ce que nous soyons tous unis pour dénoncer un scandale. Hugo Bernalici, tous unis pour dénoncer un scandale. Vous, au bout d'un an, est-ce que vous aussi, vous êtes satisfait de votre bilan? Qui a le mieux travaillé? Vous, la France Insoumise? Je n'ai pas fait un concours de qui a le mieux travaillé. Non, on mais fait de la votre politique, regard. donc on défend nos points de vue. Est-ce qu'on a été efficace pour défendre notre point de vue, c'est-à-dire nos points de vue d'opposants, Voilà. pour s'opposer? Oui, je pense que Oui. nous avons été efficaces pour s'opposer. Nous avions un certain nombre d'objectifs politiques à atteindre, notamment le fait de bien montrer au grand nombre que Emmanuel Macron n'était pas le nouveau monde, mais bien le président des riches et maintenant le roi des riches. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un carton plein que nous avons fait, que c'est bien dans les têtes, ancré dans la tête des Français, et que la dernière séquence qui vient d'avoir lieu, pour moi, M. Benalla, c'est un symptôme de tout ça. C'est pas le cœur de l'affaire. Le cœur de l'affaire, c'est qu'on a une monarchie présidentielle, j'ai même envie de dire de droit divin depuis que M. est chanoine de Latran. Et c'est de dénoncer ce système-là. Et donc on l'a fait. Donc, par contre, il ne faut pas nous reprocher à nous, opposition, de ne pas avoir fait. Vous êtes fier, mais comme Fabien Di Filippo, vous êtes fier, mais déçu d'être encore un peu dans l'ancien monde. Vous ne voyez pas le nouveau monde qu'on vous avait promis, entre guillemets. Moi, j'avais pas de... Je me faisais pas Pas d'illusions d'espoir, pas d'illusions. sur le sujet. Non, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, sur un certain nombre de sujets, on voit bien qu'on va dans le mur et qu'on continue, et que les députés de La République En Marche, ils vont avec zèle, un peu comme des illuminés, et on voit bien qu'y compris du point de vue de leurs propres résultats économiques, leurs résultats ne sont pas au rendez-vous, et c'est de la souffrance pour les Françaises et les Français qui sont à venir. Laurent Saint-Martin, un peu, vous vous sentez illuminé, comme ils viennent de Non, dire, mais Hugo deux- Bernalici, non, mais deux choses. un peu aveuglé peut-être par le pouvoir, par le gouvernement. Je tiens à la séparer majorité. le fond et la forme. Que sur le fond, mes camarades ici sur le plateau sont en désaccord avec notre politique ne me choque absolument pas. C'est ça l'opposition parlementaire. Il n'y a aucun problème avec, même si pour moi je trouve que le discours du président du riche est complètement éculé et mensonger, mais peu importe. On est dans un débat d'idées. On est dans un débat d'idées et il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est davantage sur la forme que moi, à titre personnel, j'ai été un peu déçu. Rapidement, il nous reste 30 secondes. Avec une certaine humilité, nous n'avons pas tout fait de manière parfaite, évidemment, mais en tout cas, tout ce que nous avions dit, nous l'avons fait. Et ça change. Ça, je crois que les Français l'ont remarqué. Venant des oppositions, j'ai été déçu d'une chose. C'est que opposer pour déconstruire, opposer pour bloquer, ça j'ai bien vu pendant un an. J'espère, mais j'imagine que ça va arriver, que de faire que du blocage, non, je ne crois pas. Pour vous, ils n'ont fait que du blocage. Vous avez été élu. Le taux d'amendement adopté, il faut pouvoir Excusez-moi, le regarder. si cher voisin, vous avez été également élu pour faire des propositions. 82% des amendements. Messieurs, mesdames, on va terminer pays. sur ces chiffres. 82% des amendements du gouvernement ont été votés, 70% des amendements en commission ont été votés, 6% seulement des amendements des députés ont été Ça dépend des textes. Vous voyez, le oui, ça dépend des amendements. On est obligé de terminer. Le texte droit à l'erreur dont je suis Dans les responsable. 6%, il y a des amendements d'En Marche. Oui, tout à fait, absolument d'accord. Le texte droit à l'erreur. Et on termine. Oui, le texte droit à l'erreur, c'est 30% d'amendements qui viennent de l'opposition qui ont été adoptés. Donc ça dépend des textes. Merci. Parce que les oppositions ont voulu être constructives. Il y en a pas Merci en tout cas. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'être venus faire votre bilan un an après votre élection à l'Assemblée nationale. Édouard Philippe a promis de ne pas ralentir les réformes. Alors, bon repos, bonnes vacances. On se retrouve le 12 septembre pour la rentrée à l'Assemblée nationale. Et tout de suite, le 13h avec Barbara Klein sur CNews.